Aujourd'hui, on va se pencher sur cette force un peu mystérieuse qui sépare un simple rêve de la réalité. On va plonger au cœur de ce qu'on appelle la volonté de gagner. Alors, tout commence par là, par cette phrase, cette admission presque brutale de vulnérabilité. Avant même de penser à construire quoi que ce soit, il faut d'abord faire l'inventaire, regarder en face qui on est. Et reconnaître ses faiblesses, attention, ce n'est pas un aveu d'échec, bien au contraire, c'est le vrai point de départ de la force. La toute première étape de ce parcours, c'est une bataille interne. C'est ce combat silencieux que l'on mène contre soi-même, contre ses propres doutes, ses mauvaises habitudes, bien avant de pouvoir affronter le monde extérieur. Et voilà, c'est ça, le cœur du conflit, ce dialogue permanent qu'on a avec soi-même. D'un côté, il y a l'acceptation, lucide, de qui on est à l'instant T, avec toutes nos failles. Et de l'autre, ce refus catégorique de laisser cette image devenir une fatalité. Ce n'est pas une condamnation à perpétuité, c'est juste un diagnostic. Et ces faiblesses, franchement, elles sont universelles. La procrastination qui nous grignote notre temps, l'ego qui nous rend aveugles, un esprit un peu trop fermé qui nous empêche d'apprendre, ce sont des batailles que la plupart des gens connaissent, à des degrés différents bien sûr. Mais voilà, prendre conscience des choses, ça ne suffit pas. La vraie transformation, elle commence avec cette décision. La décision de se battre, chaque jour. Le but, c'est pas d'être parfait du jour au lendemain, ça n'existe pas. C'est de s'engager dans cette lutte, constante, pour devenir une meilleure version de soi. Bon, reconnaître ses faiblesses, c'est la base. Mais sans direction, ça reste juste de l'introspection. Alors comment on transforme cette prise de conscience en action concrète? C'est le moment de passer du rêve au plan. Ça, c'est un principe fondamental. Un rêve qui n'a pas de structure, c'est juste un souhait qui flotte en l'air. Pour qu'il puisse s'ancrer dans la réalité, il lui faut un chemin, une sorte d'architecture. Sinon, tout ce qu'il fait, c'est alimenter la frustration. Pour passer du rêve au réel, en gros, il y a 3 étapes assez claires. D'abord, on met sa vision par écrit pour la rendre tangible. Ensuite, on la découpe en petits objectifs mesurables. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, on trouve son pourquoi. C'est le carburant qui nous fera tenir quand la motivation de base aura disparu. Donc, on ne parle pas juste d'une idée vague lancée en l'air, non, non. C'est un plan détaillé, presque comme un plan d'architecte. Chaque détail est important parce que plus la vision est précise, plus c'est facile de prendre les milliers de petites décisions quotidiennes qui vont la construire brique par brique. Ok, le plan est sur la table, mais un plan, ça n'a jamais construit une maison tout seul. Maintenant, on arrive à la partie la plus ardue, l'exécution. On va voir quel est le prix à payer, le travail et l'état d'esprit qu'il faut pour que le papier devienne réalité. Cette métaphore est vraiment puissante. Pensez-y, la gazelle, elle court pour fuir le danger. Le lion, lui, il court pour assouvir sa faim. L'une est poussée par la peur, une force extérieure et temporaire. L'autre est mue par une pulsion intérieure, une quête qui ne s'arrête jamais. La question à se poser est donc, qu'est-ce qui nous fait avancer? La peur de l'échec ou la fin du succès? Le mot obsession, c'est vrai, il a souvent une connotation un peu négative. Mais ici, il est redéfini. Il devient l'ingrédient secret de la grandeur. C'est cet engagement total, cette concentration absolue qui, au final, fait toute la différence. 120%, ça veut dire quoi? Eh bien, qu'un effort moyen ne peut donner que des résultats moyens. C'est logique. Pour vraiment sortir du lot, pour créer quelque chose d'exceptionnel, il faut aller au-delà. Pas juste 100%, ce qui est attendu, non, 120%. C'est dans ce petit extra que tout se joue. Et cette citation, elle résume l'idée à la perfection. Au bout du compte, bien sûr, l'argent ou les relations peuvent aider, mais le vrai moteur, celui qui bat même le talent pur, c'est cette volonté brute de bosser et d'apprendre plus que n'importe qui. On arrive maintenant à un point absolument crucial du parcours. Comment on gère l'échec? Parce que la question, ce n'est pas de l'éviter, c'est de changer complètement notre regard sur lui. C'est une question un peu provocatrice, mais elle force à réfléchir. Est-ce que l'absence d'échec est un signe de succès? Ou est-ce que ça veut peut-être juste dire qu'on n'a pas pris assez de risques, qu'on est resté bien au chaud dans sa zone de confort? Et voilà l'idée centrale. L'échec, ce n'est pas une fin. C'est de l'information. C'est une leçon qui nous propulse vers l'avant et non pas en arrière. Tomber en avant, c'est exactement ça. C'est apprendre de sa chute pour se relever plus fort et plus malin. Et l'histoire le prouve, des sportifs de légende aux plus grands inventeurs, l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie intégrante du processus. Tous les ratés sont en fait les brouillons nécessaires pour arriver à la version finale. Après tout, personne ne se souvient des 2600 éliminations de Reggie Jackson, on se souvient de ses coups de circuit. On aborde la dernière étape. Après avoir traversé les batailles, les plans, les échecs, qu'est-ce qui se passe? Une transformation profonde, intérieure. La vraie force, finalement, elle ne se mesure pas à notre capacité à frapper,
mais à notre capacité à encaisser. C'est la résilience. Cette faculté incroyable à se relever encore et encore, c'est ça qui nous rend vraiment solides. Il y a un fait, tout simple, mais en fait, il est hyper puissant. Jusqu'à aujourd'hui, le taux de survie à chacune de nos pires journées est de 100%. C'est un simple rappel statistique qui prouve qu'on a déjà en nous la force de surmonter absolument tout ce que la vie nous a envoyé. La victoire ultime, elle est donc interne. Une fois qu'on a fait la paix ou qu'on a vaincu nos propres doutes, nos propres peurs, l'ennemi intérieur est neutralisé. Et sans cet allié de taille, la négativité qui vient de l'extérieur perd quasiment tout son pouvoir. Et on termine là-dessus, sur cette question ouverte. C'est une invitation à prendre le stylo, à prendre le contrôle de son propre récit et à décider soi-même de la fin de l'histoire.